Salut, et bienvenue sur Beyondless Mind. Si tu suis la chaîne, tu as déjà vu deux briques importantes. Dans la vidéo sur le naturalisme, on a posé le décor d'un monde entièrement naturel, sans arrière-plan caché, sans étage supérieur qui distribue des droits d'exister. Et dans la vidéo sur Kreia, on a vu comment un personnage peut fissurer nos certitudes morales, simplement en attaquant la manière dont les questions sont formulées. Autrement dit, on a d'abord posé un cadre ontologique, puis on a vu comment une question mal posée peut fabriquer de faux problèmes moraux. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de proche, mais à un autre niveau. On va s'attaquer à une question qu'on présente souvent comme sacrée, presque intouchable. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Tu l'as déjà vu passer, la question ultime, le mystère absolu, le sommet de la philosophie. On a presque l'impression que toucher à cette phrase, c'est toucher à un tabou. Dans cette vidéo, je ne vais pas te proposer une nouvelle réponse de plus à ajouter à la collection, pas un dieu un peu différent, pas un nouveau principe métaphysique, pas une version 2.0 de la cause première. Je vais défendre autre chose. Dans le cadre que je défends, ce n'est pas la réponse qui change, c'est la question elle-même qui perd sa consistance. Et pour voir pourquoi, il faut passer par une notion centrale de mon ontologie, le fait brut. On va donc faire trois choses. D'abord clarifier la version précise de la question que je vise, ensuite poser le cadre dans lequel je parle, et enfin montrer comment, à ce niveau-là, la question se dissout. Reprenons cette fameuse question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? En réalité, ce n'est pas une seule question, c'est une forme linguistique qui peut se dédoubler en plusieurs versions. D'abord, il y a une version que l'on pourrait appeler physique. On se demande pourquoi notre univers a ses lois, ses constantes, ses structures plutôt qu'une autre, pourquoi telle valeur de constante cosmologique, pourquoi ce scénario cosmologique plutôt qu'un autre. Là, on reste à l'intérieur du monde. On interroge la structure du réel, pas l'idée même qu'il y ait un réel. C'est le terrain des modèles, des théories, de la cosmologie. Ensuite, il y a une version métaphysique forte. On demande pourquoi il y a un réel, à quelque niveau que ce soit, plutôt que strictement rien du tout. On ne demande plus pourquoi ce monde-ci plutôt qu'un autre, on demande pourquoi un monde tout court. On ne parle plus du réglage des paramètres, on réclame une justification globale de l'existence elle-même. Dans cette vidéo, c'est cette version métaphysique forte que je vise, pas la question scientifique sur les lois, mais la question ontologique. Pourquoi quelque chose et pas rien du tout ? Et cette version fonctionne avec deux présupposés implicites. Le premier étant que l'existence devrait être justifiée, le simple fait qu'il y ait quelque chose ne suffirait pas, l'être devrait avoir une raison ultime pour avoir le droit d'être. Et le deuxième présupposé serait de dire que cette justification devrait venir d'ailleurs que de ce qui existe. Le réel à lui seul ne pourrait pas fournir sa propre raison. Il faudrait un au-delà, un arrière-plan, une instance supérieure qui légitime l'existence. Formulé autrement, l'être en lui-même ne serait pas assez. Il lui faudrait un plus pour être autorisé. Si tu acceptes ces deux présupposés, la question paraît naturelle et vertigineuse. Elle a l'air évidente, évidemment qu'il faut une raison ultime. Si tu refuses ces présupposés, quelque chose se fissure. La question n'apparaît plus comme profonde, elle apparaît comme mal formée dans ce cadre précis. Ce que je défends ici, ce n'est pas que la question serait absurde en général, pour tout le monde, dans tous les mondes possibles. Ce que je défends, c'est que dans un naturalisme ontologique non modal, cette question dépasse le domaine où le mot « pourquoi » a un rôle intelligible. Pour comprendre ça, il faut rappeler d'où je parle, et ce que j'appelle exactement nature. Si tu as vu « Qu'est-ce que le naturalisme ?», la première vidéo de la chaîne, tu connais déjà la base. Ici, je précise ce que j'appelle le naturalisme ontologique non modal. C'est un nom compliqué pour trois thèses assez simples. La première thèse est qu'il n'existe que la nature, et par nature je n'entends pas juste les arbres et les rivières, mais tout ce qui existe au sens le plus large. Il y a de la matière, des champs, de l'énergie, des structures physiques, des processus biologiques, des systèmes nerveux, des consciences, des affects, des sociétés, des institutions, des réseaux sociaux, des guerres, des œuvres d'art, etc., etc. Si c'est réel, c'est dans la nature. Il n'y a pas de niveau ontologique derrière, pas d'arrière-monde qui déciderait en secret ce qui a le droit d'exister. La deuxième thèse est que la nature n'a pas besoin d'être possible dans un espace transcendant. Je ne rejette pas tout usage du vocabulaire modal du type « il est possible que » ou « il est nécessaire que ». Ce que je refuse, c'est une image précise, celle d'un espace de possibilités indépendant, comme un catalogue abstrait qui existerait avant ou au-dessus du monde et qui imposerait à la nature des formes autorisées. Dans ce cadre, la nature n'est pas la réalisation d'un stock de possibilités déjà là. Elle n'a pas à se conformer à un modèle logique extérieur pour exister, et je ne fais pas de la possibilité une réalité plus fondamentale que le réel lui-même. La troisième thèse est de dire que l'existence ne dépend d'aucune validation extérieure. Il n'y a pas de tribunal métaphysique dans lequel le réel devrait venir défendre son droit à exister. Pas d'instance qui tamponnerait valide
légitime ou autorisable. Rien ne vient valider l'être depuis un dehors de l'être. La conséquence dans ce cadre est simple. Il n'y a aucun arrière-plan transcendant depuis lequel on autoriserait le réel, et il n'y a pas d'étage supérieur où se déciderait de l'extérieur ce qui a le droit d'être. La nature ne repose sur rien, elle ne s'accroche à rien, elle est le sol sur lequel tout le reste repose. Nos théories, nos explications, nos modèles scientifiques et nos questions philosophiques. Et cela ne veut pas dire que tout, à l'intérieur du monde, échappe à l'explication ou à la causalité. Les phénomènes internes, comme les galaxies, les réactions chimiques, les organismes ou encore les décisions humaines, sont exactement ce que la physique, la chimie, la biologie, les sciences collectives, l'économie, la sociologie, etc. tentent d'expliquer. Le point d'arrêt dont je vais parler se situe au niveau du monde comme tout, pas au niveau de chaque fait local. Les faits internes sont dérivés, causés, structurés. Ce qui est brut, c'est simplement qu'il est un monde naturel tout court. On peut maintenant préciser le concept. Dans mon ontologie, un fait brut, c'est un fait pour lequel il n'existe aucune explication plus fondamentale. Et ça, par principe dans ce cadre, et non pas par ignorance. Ce n'est pas le fait de dire « on ne sait pas encore », ce n'est pas un moment où la science en est à ses débuts, ce n'est pas un trou provisoire dans une théorie, et ce n'est pas non plus l'endroit où on dit « on n'a pas encore les outils, on arrête ». Pour voir la différence, il suffit de distinguer deux catégories. D'un côté, il y a le fait dérivé, c'est-à-dire un fait qui dépend d'autre chose. Tu peux remonter vers des causes, des lois, des mécanismes. Par exemple, tu peux demander pourquoi l'eau bout à telle température, pourquoi telle espèce a évolué vers tel trait, ou pourquoi tel phénomène social apparaît dans telle condition. Ce sont des questions internes au monde, et la science est précisément ce travail, remonter des faits dérivés vers des structures explicatives. D'un autre côté, il y a le fait brut, un fait ultime au-delà duquel il n'y a plus de réalité plus fondamentale à invoquer. Dans mon cadre, c'est le fait très nu qu'il y ait un monde naturel plutôt que rien. Un fait brut n'est donc pas un échec de l'explication, ni le moment où on abandonne la pensée. C'est le point où l'explication a fait tout ce qu'elle peut faire légitimement et où la demande de plus profond que ça ne produit plus rien d'intelligible. Dans mon ontologie, ce point de terminaison, c'est l'existence de la nature elle-même. Pour voir pourquoi il faut un point d'arrêt, on reparle d'une structure très simple. Expliquer quelque chose, c'est toujours d'une manière ou d'une autre dire X est le cas parce que Y. Par exemple, on dit que le verre s'est cassé parce qu'il est tombé, qu'une espèce a tel trait parce que ce trait a été sélectionné, ou qu'un phénomène social apparaît parce que certaines conditions économiques sont réunies. Mais dès que tu as introduit un « parce que », tu ouvres une chaîne. Si X est le cas parce que Y, alors Y est à son tour le cas pour une raison Z, et Z est le cas pour une raison W, etc. etc. Tu peux remonter longtemps, raffiner les explications, changer de niveau, passer de la physique à la chimie, puis à la biologie, puis au sens social. Tu peux remonter longtemps, raffiner les explications, changer de niveau, passer de la physique à la chimie, puis à la biologie, puis au sens social. Mais si tu exiges toujours une raison supplémentaire, si chaque parce que doit lui aussi être justifié par un autre parce que, et ainsi à l'infini, alors en réalité tu n'expliques jamais rien. Tu repousses l'explication au lieu de l'accomplir. Une explication infinie n'est pas une super explication. C'est une explication qui n'arrive jamais au bout. Tu peux la comparer à quelqu'un qui te répète « Oui, je te rembourse demain », puis le lendemain, demain, puis encore demain, etc. etc. Formellement, la promesse est toujours là, et concrètement, le remboursement n'arrivera jamais. Une chaîne explicative qui recule à l'infini, c'est pareil. C'est une promesse d'intelligibilité, mais sans l'intelligibilité. Pour que l'on puisse dire qu'il y a vraiment une explication, il faut 3 éléments. Un point de départ, c'est-à-dire ce qu'on veut comprendre, une raison, c'est-à-dire ce qu'on invoque pour rendre ce fait intelligible, et un arrêt, c'est-à-dire un niveau où la demande « pourquoi » n'a plus de rôle utile, parce qu'on a atteint le dernier étage pertinent dans ce cadre. Ce dernier niveau, dans mon ontologie, c'est ce que j'appelle le fait brut. Ce n'est pas parce qu'on a tiré au sort un point d'arrêt, c'est parce que sans point d'arrêt, il n'y a jamais d'explication qui se ferme. Si tu cherches une explication ultime de tout, les possibilités se regroupent grosso modo en 3 familles. Tu peux changer les étiquettes, mais la structure reste la même. La première famille serait la régression infinie. Tu ajoutes toujours une couche de plus, une cause de plus, une condition de plus, un principe de plus, etc. Ça peut prendre la forme d'une chaîne linéaire infinie, d'un univers cyclique, ou d'un réseau infini où tout s'explique mutuellement. Mais dans tous les cas, la demande d'explication ne se ferme jamais globalement. Tu n'as pas de niveau où tu peux dire « là, la question s'arrête ». La deuxième famille serait celle de la cause première ou du principe premier. Tu poses quelque chose au bout ou au centre du système, un dieu, un principe métaphysique, une entité fondamentale, et tu déclares « ça, c'est le point d'arrêt. On ne demande plus pourquoi au-delà ». Mais immédiatement, la question peut se reformuler.
Pourquoi cette réalité première plutôt qu'une autre? Pourquoi ce dieu-là, ce principe-là plutôt qu'un autre, ou plutôt que rien? Tu n'as pas supprimé la question, tu l'as déplacée sur une entité spéciale qui a elle aussi l'air de réclamer une explication. Ensuite, la troisième famille serait celle du fait brut. Tu assumes qu'il y a un niveau, ici la nature comme totalité, où la demande d'explication n'a plus de sens dans ce cadre. Ce n'est pas parce que ce niveau serait magique ou sacré, mais parce que ce n'est pas un objet dans un système plus large. C'est le système lui-même, le cadre dans lequel des explications sont possibles. Tous les modèles sophistiqués qu'on évoque parfois, les univers cycliques, les boucles causales fermées, l'univers ensemble auto-explicatif, se rangent en réalité dans l'une de ces familles. Soit ils laissent la régression ouverte, soit ils supposent que le schéma global est donné, et ce schéma global joue alors le rôle de fait brut. Alors le cadre que je défends, c'est ce dernier choix qui est assumé explicitement. Le fait brut, c'est la nature elle-même. Arrive l'objection la plus naturelle. Mais dire qu'il y a un fait brut, ce n'est pas juste renoncer à comprendre? On pourrait croire que fait brut, ça veut dire point d'ignorance où on abandonne. Mais ce n'est pas ça. Il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a l'ignorance. Dire « nous ne savons pas encore », c'est pointer une limite de nos connaissances actuelles. On peut ajouter « on va chercher, on va tester, on va affiner les théories ». Il y a encore en principe de la place pour des explications supplémentaires. De l'autre côté, il y a le fait brut. Dire « dans ce cadre, il n'y a pas plus de niveau fondamental à viser ». Ce n'est pas désigner un manque dans le savoir, c'est désigner une limite de la forme de la demande. Le fait brut n'est pas le moment où tu abandonnes la pensée, c'est le moment où tu refuses de prolonger la demande de pourquoi, au-delà du domaine où elle produit encore de l'intelligibilité. Avec Rhea, on voyait que certaines questions morales sont mal fabriquées. Elles reposent sur des catégories paresseuses, elles demandent une réponse à un problème que la question elle-même a construit de travers. Ici, c'est la même structure, mais appliquée à la métaphysique. Certaines demandes de pourquoi ne découvrent pas un vrai problème, elles fabriquent un manque d'explication qui n'existe que parce que la question est mal calibrée. Revenons maintenant au cadre du naturalisme ontologique non modal. Dans ce cadre, trois choses sont assumées. Le réel n'a pas besoin d'être possible dans un espace abstrait extérieur pour exister, il n'y a pas de superviseur métaphysique au-dessus de lui, et il n'a pas à produire un justificatif de présence. La conséquence directe, c'est que la nature n'existe pas parce qu'un plan logique l'aurait rendue possible, et qu'elle n'est pas produite par un principe transcendant. La nature, en tant que totalité, ne s'explique pas, c'est elle qui rend l'explication possible. Elle n'est pas un objet dans un cadre plus grand, elle est le cadre au sein duquel il y a des objets, des relations, des lois, des causes et des observations possibles. Demander alors mais pourquoi la nature existe, dans ce cadre, c'est essayer de parler depuis un point de vue extérieur à la nature, un point de vue que ce naturalisme ne reconnaît pas comme intelligible. Ce n'est pas une erreur morale, ce n'est pas un défaut d'intelligence, c'est une demande qui essaie de jouer un rôle que ce langage ontologique ne sait pas rendre cohérent. En langage wittgensteinien, tu pourrais dire qu'on a sorti le mot pourquoi de son jeu de langage. Reste une dernière question très classique. D'accord, admettons qu'il y ait un fait brut. Mais pourquoi la nature, plutôt qu'un dieu, ou une conscience ultime, ou un principe abstrait? On pourrait croire que le théiste ou le métaphysicien classique propose une alternative plus profonde en disant « tu dis que le fait brut c'est la nature, moi je dis que le fait brut c'est Dieu ». Dans le cadre que je défends, ces alternatives ne résolvent rien. Si tu poses un dieu, un principe ou une conscience comme réalité première, tu peux toujours demander « pourquoi ce dieu-là? Pourquoi ce principe-là ?» Tu as simplement déplacé le statut de fait brut sur une entité spéciale. Si tu proposes une régression infinie, tu n'obtiens jamais un niveau où l'explication est terminée. Tu restes dans la promesse et pas dans l'accomplissement. Le fait brut, au contraire, ne rajoute pas une entité au monde. Il ne remplace pas l'univers par autre chose, il ne vient pas se poser par-dessus la nature. Il nomme une décision ontologique explicite. Dans ce cadre, c'est la nature elle-même, la totalité du réel, qui est le point d'arrêt. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller plus loin, mais parce qu'au-delà, la question « et au-dessus de ça, qu'est-ce qu'il y a ?» est pour ce langage une question complètement vide. À partir de là, la question du pourquoi change de profil. Elle ne cherche plus une raison dans le monde, elle devient une forme de nostalgie de transcendance. Le désir d'un garant ultime, d'une instance qui dirait au réel « tu as le droit d'exister ». Formulée ainsi, la question devient « quel droit le réel a-t-il d'exister ?» Dans un naturalisme ontologique non modal, la réponse est simple, le réel, en tant que nature, n'a pas besoin de ce genre de droit. Il n'a pas à se conformer à un espace de possibilités extérieures, il n'a pas de dossier à déposer devant un tribunal métaphysique. Il existe, et dans ce cadre, c'est le point de départ, pas quelque chose à sauver par un discours supplémentaire. C'est ce que j'appelle la clôture ontologique, c'est-à-dire l'absence de dehors de la nature. Et la clôture du disciple, c'est-à-dire le fait qu'au-delà d'un certain point, certaines questions n'ont plus de rôle intelligible à jouer dans ce langage. L'idée n'est pas de mépriser la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?», mais de montrer à partir de quel cadre ontologique elle cesse d'être une bonne formulation d'un problème réel.
On peut maintenant revenir calmement au point de départ. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Dans le naturalisme ontologique non modal que je défends, la bonne réponse n'est pas un nouveau concept sophistiqué, ni une entité supérieure de plus, ni une cause première légèrement remodelée. La bonne réponse, c'est que dans ce cadre-là, la question se dissout. Un fait brut, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la reconnaissance explicite d'un point d'arrêt. On ne demande pas au réel de justifier son existence depuis un extérieur que ce cadre ne reconnaît pas. Ce n'est pas le monde qui manque d'explication, c'est la demande de justification globale qui, ici, dépasse son domaine légitime. À partir de là, le travail philosophique se déplace. Il ne s'agit plus de chercher une autorisation d'exister pour la nature, mais de comprendre comment, à partir de ce fait brut qu'est la nature, émergent des structures, des valeurs, des sujets, des institutions, des récits, des empires, des religions, etc. etc. C'est ce qu'on a commencé à voir avec Raya, quand on a regardé comment un personnage démonte nos catégories morales toutes faites. Et c'est ce qu'on va continuer d'explorer, y compris quand on ira regarder un certain univers où religion, prophétie et empire galactique s'entremêlent pour contrôler l'avenir de l'humanité. On verra comment même là, un regard naturaliste peut traverser un imaginaire saturé de transcendance sans jamais quitter le sol du fait brut. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.